je vais me présenter. Je suis Mahmoud Jaï, je suis directeur d'EPIFAR. EPIFAR, c'est un groupement d'intérêt scientifique pour réaliser des études dans la vie réelle entre le regroupement entre la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, et de la ANSM, Agence nationale de sécurité de médicaments. Et je regrette que le congrès, vu les conditions sanitaires, se déroule en virtuel. Et comme nous souhaitons que la rencontre soit annuelle, espérons et que l'année prochaine sera en présentiel. Je pense que c'est plus agréable et plus chaleureux et plus cordial. La journée sera très, très chargée. J'espère aussi que cette journée répondra à vos attentes. Il y a beaucoup d'interventions, donc jusqu'à 18h30 sur plusieurs thématiques, plusieurs sessions avec une conférence invitée par Madame Dominique Gustaviola. Après, des présentations sur une action qui a été faite concernant le projet d'actif ménageant et trois sessions. Une session sur la grossesse et des enfants, 2 sessions sur le Covid, une session de Covid en général et une session sur la vaccination et Covid. Et la journée se termine par une table ronde avec les institutions, avec le président du conseil scientifique de EPIFAR et avec les institutions de l'INSERM et de directeur de l'unité de pharmacoépidémiologie à Bordeaux. Et on arrivera, j'espère, à temps à 18h30. Avant de commencer, parce que je vais commencer par vous un petit peu vous dire ce que je pense de l'importance de la pharmacoépidémiologie et vous raconter la naissance d'EPIFAR. Juste pour quelques peut-être précisions techniques. Hein. Donc, on est dans un mode Zoom, dont certains et beaucoup d'entre vous connaissent. Lors des interventions, il y a sur votre écran en bas, il peut y avoir 2 modalités d'intervention. La première, c'est ce qu'on appelle questions et réponses. Et nous souhaitons que ce soit réservé sur les sujets qui concernent les interventions. C'est-à-dire, vous écrivez une remarque, une question, une intervention, et qui concerne l'intervention en question, et ce sera pour chaque session et pour chaque intervention. Il y a par ailleurs, comme vous le savez, quand il y a ce qu'on appelle conversation, et on souhaite que ce soit réservé pour s'il y a un problème technique, s'il y a un problème de son, etc. etc. Donc, question-réponse, c'est plutôt interaction avec les présentations et que quand on pose la question ou l'intervention par une personne, il peut y avoir une vote, ça veut dire liker pour dire que la question est importante et qu'on peut le relayer. Et pour la conversation, pour le premier technique. Peut-être François Cuneau, qui est le coordinateur scientifique et le responsable de l'organisation de cette journée, tu peux dire 2 mots, François, aussi, sur d'autres aspects? Donc, sur d'autres aspects, comme l'a dit Mahmoud, un module de questions-réponses pour intervenir directement, poser vos questions aux intervenants, voter pour prioriser des questions qui auraient déjà été posées et que vous trouvez intéressantes. Le module de chat, si vous avez des questions, plus d'ordre technique ou d'organisation. Pour les panélistes, vous êtes identifiés en spectateur avant qu'on vous rebascule en tant que panéliste. Donc, pour l'instant, c'est tout à fait normal que vous soyez simple spectateur sans possibilité de partage d'écran ni de prise de parole. Donc, on vous rebascule au moment de votre intervention. C'est la même chose pour les modérateurs de session. Pour information, vous êtes en ce moment, puisque vous ne pouvez pas le voir en tant que spectateur, mais on a 200 participants à l'heure actuelle au congrès.
Lors de la session vaccin Covid de cet après-midi, mais on vous le rappellera en temps voulu, il y aura une possibilité d'interprétariat, puisque nous accueillerons un intervenant étranger, donc nous aurons des interprètes qui traduiront ces propos et vous pourrez choisir entre le canal audio français, traduit ou original en anglais, mais on vous précisera ça le moment venu. Merci François. Donc, encore une fois, bienvenue. Aussi, bienvenue aux intervenants de l'étranger. On en a deux. Et aussi des auditrices et auditeurs qui viennent aussi du Moyen-Orient, de Turquie et d'autres pays. Soyez la bienvenue. Sans tarder, je vais commencer la présentation et je vais essayer de partager l'écran avec vous. Alors, voilà comme la formule consacrée. Est-ce que vous voyez voilà, la présentation? Donc, je vais vous parler d'une présentation sur éclairer les prises de décision des autorités sanitaires et avec les données de vraie vie. Comme vous le savez certainement, déjà, qu'est-ce que c'est la pharmacoépidémiologie? Vous connaissez les étapes de la vie d'un médicament qui commence par les essais précliniques, après les essais cliniques, que ce soit randomisés ou pas, open ou pas, avec ces fameuses 3 phases, jusqu'à la phase 3, qui est normalement dans le standard, que ce soit des randomisés en double aveugle. Et une fois il y a les autorisations de mise sur le marché et que le médicament est utilisé dans la vraie vie, il y a 2 grands domaines qui entrent dans la surveillance des médicaments, qui sont la pharmacovigilance et la pharmacoépidémiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la pharmacoépidémiologie? Beaucoup d'entre vous le connaissent évidemment. C'est l'étude de comment le médicament est utilisé, quels sont ses risques et quels sont ses bénéfices quand utilisé dans la vraie vie. C'est en conditions réelles d'utilisation. C'est à l'opposé de conditions expérimentales dans des essais cliniques, à une échelle populationnelle, peut-être à l'approche par rapport à une approche individuelle de la pharmacovigilance, et qu'on peut une approche, ce qu'on appelle approche quantitative, parce qu'on estime un risque, on compare des risques, et que finalement, la pharmacoépidémiologie n'est que je dirais, pour simplifier et schématiser, c'est les essais cliniques sans randomisation. Et toute la question, c'est prendre en compte la non-randomisation dans la vraie vie. Mahmoud, je t'interromps 2 minutes. Est-ce que tu peux mettre ton diaporama en plein écran, s'il te plaît, pour que ça soit plus lisible pour tout le monde? Voilà. Merci beaucoup. Merci François. Et 2 champs d'intervention, c'est les médicaments, mais aussi un champ très important, c'est les dispositifs médicaux. Alors, il y a des dates très importantes dans la vie des médicaments, les effets indésirables. Ça commence par la thalidomide dans les années, je dirais, 50-60. Thalidomide, c'est un sédatif ou des antinodieux qui sont notamment utilisés chez les femmes enceintes, qui occasionnent des très graves malformations. Et la pharmacovigilance a montré l'effet très délétère, etc. Destelben, qui était utilisé pour prévenir des fausses couches, mais aussi on a trouvé lors de l'utilisation qu'il est lié à plusieurs, à la fois de malformations, infertilité, certains types de cancers, et que finalement ça concerne plusieurs générations de ça. Et ça, c'est dans la vie, et qu'on arrive à un moment très important de la vie de la pharmacoépidémiologie, c'est en 1996, lors d'une étude de 4 témoins par l'équipe de Lucien Abinaïm sur le isoméurique, un coupe fin qui était lié à une fréquence très élevée de hypertension artérielle pulmonaire, et un petit peu plus tard, on a trouvé aussi que c'est lié à la valvulopathiie cardiaque, et suite à ces travaux, le médicament a été sélectionné. Donc la date de 1996, c'est l'entrée de la pharmacoépidémiologie dans les types des études, etc. Entre 1996 et maintenant, il y a eu énormément de développement et énormément d'évolution dans le domaine de la pharmacoépidémiologie. Le premier développement, c'est le développement des designs. Finalement, la pharmacoépidémiologie
par l'utilisation de cohortes, des cas témoins, de sujets comme propres témoins. La pharmacodynamiologie s'est appropriée les méthodes utilisées généralement en épidémiologie, qui étaient aussi en plein de développement. Par ailleurs, il y a eu des développements des méthodes statistiques, et les méthodes statistiques deviennent de plus en plus compliquées et sophistiquées, et je ne vais pas vous détailler score de propension, variable instrumentale, etc. etc. Et pour, après le isoméride, il y a eu évidemment l'épisode malheureux de Vioxx, ANS qui est responsable des maladies cardiovasculaires, qui a utilisé entre autres l'approche de pharmacoépidémiologie, et que finalement, il y a eu en France un début de la structuration de la pharmacoépidémiologie. Ça a commencé par exemple, la volonté de Domenico Stagiola d'apporter son expertise pour l'APSAPS au début de l'année 2000, que pour des raisons certainement de conditions n'étaient pas remplies, par manque de moyens et par manque de volonté des institutions, ça n'a pas abouti. Mais aussi, il y a eu une structuration de la recherche en pharmacodynamiologie. Il y a eu une unité INSERM dirigée par le professeur Bernard Bigot, qui est par ailleurs président du conseil scientifique d'EPIPHAR, et avec des antennes, et qui est, je pense, autour de 2004-2005. Donc, il commençait le paysage commençait à se structurer, et ça aboutit. Un autre point important, c'est l'émergence des bases de données médico-administratives. C'est-à-dire que avant, on lançait une étude et on prenait des années pour aboutir à des résultats avec les bases de médico-administratives. Donc, je vais détailler un petit peu. Ça a commencé autour de 2009-2010 avec une réalisation très importante. C'est le médiateur avec la valvulopathe. Et c'est la première fois qu'on utilisait de données de l'assurance maladie par l'équipe d'Alain Veil pour montrer, pour ajouter à ce qui était aussi montré par ailleurs, par Irène Frachon, que le Venofluorex, le médiateur, occasion de valvulopathe. Donc là, on arrive autour de l'année 2010 à la disponibilité des grandes bases de données qu'on peut penser qu'elle peut apporter des informations en pharmacoépidémiologie. Évidemment, si on parle des bases de données, celui qui est pour le moment utilisé le plus largement, c'est le SNDS. Avant, il s'appelait le SNIRAM. C'est le Système national des données de santé qui, pour la France, apporte des informations sur l'ensemble des assurés sociaux, sur des millions et des millions, pour leur consommation de soins, consommation médicamenteuse, le remboursement, l'hospitalisation, et récemment, évidemment, avec un grand intérêt, les causes médicales des décès. Et cette base de données, il a beaucoup d'avantages et évidemment beaucoup d'inconvénients, mais il est assez complexe et il n'a pas été conçu au départ pour réaliser des études d'épidémiologie, il n'a pas été conçu pour réaliser des études de pharmaco-épidémiologie. L'avantage sont majeurs parce que déjà, c'est la seule base de données dans le monde où on peut suivre quelqu'un de sa naissance jusqu'à sa mort. Évidemment, il est né récemment, donc il faut attendre pour que soit réalisé de la naissance jusqu'à la mort. Mais cette base de données, il est destiné à tracer la donnée de santé de façon anonyme de la naissance jusqu'à la mort. C'est des données individuelles, médicalisées, structurées, codées de façon standardisée, récentes et actualisées. C'est très important lors des crises sanitaires. Peu coûteuse parce que finalement, il est conçu pour autre et qu'on l'utilise pour des analyses analytiques. Et réponse rapide, c'est quelquefois quelques semaines, quelquefois quelques mois pour répondre à des situations en urgence. Large couverture et quelquefois situation unique quand, par exemple, l'effet indésirable où les risques sont rares ou l'utilisation sont rares. Donc, l'émergence de ça et la disponibilité de ça et surtout après le médiateur, il y a eu une prise de conscience que la pharmacovigilance et la pharmacovigilologie sont des
des sciences complémentaires, et que finalement, pour les autorités sanitaires, décider, il faut prendre en compte l'incertitude. Parce que quand on décide, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est autoriser un médicament, retirer un médicament, modifier l'autorisation d'un médicament. Et attendre la levée totale des incertitudes, c'est la certitude de décider tard. Et décider dans l'incertitude totale, c'est la certitude de prendre des mauvaises décisions, quelquefois de bonnes décisions par hasard, si on est donc ça peut apporter un éclairage pour les autorités sanitaires, je dirais ANSM, CNAM, HAS et le ministère de la Santé. Alors, et donc, les conditions étaient finalement remplies, les designs de l'étude en développement, les méthodes en développement, le paysage de recherche en train de structuration. Il y a aussi les bases de données qui existent, et il y a aussi l'histoire malheureuse de médiateurs, dont l'ANSM et la CNAM ont décidé, suite à la loi aussi de 2011, de créer deux départements, un département de l'épidémiologie des produits de santé et un département des études et de santé publique à la CNAM dans les années de 2010. Et qu'il y a, pour ça, il y a eu des médecins de santé publique qui ont voulu prendre cette orientation. Je pense à Philippe Cordeau, Alain Veil, à moi-même, et suivi tout de suite après par Rose-Marie de Respira et Joël Coste. Donc, on a les données, on a les méthodes, on a la structure. Il manquait que des problèmes à résoudre, et ça, c'était très facile en France, malheureusement, parce que l'utilisation des médicaments en France, il y a une spécificité importante. Le pays qui consomme le plus et pas de façon le plus pertinente. Donc, les deux équipes, ils ont travaillé séparément, mais surtout ensemble, sur des sujets qui ont défrayé soit des crises médiatiques, soit des crises sociales, soit des crises sanitaires, et que des sujets que certains d'entre vous, ça vous rappelle quelque chose. Ça a commencé en 2012-2013 par la contraception orale combinée, je vais dire de bon, des problèmes sur l'anticoagulant oraux direct qui ont commencé à remplacer les antivitamines K dans la prévention d'accidents vasculaires cérébraux, vaccins anti-HPV et risque de maladies auto-immunes, tout un programme sur l'acide valproïque, d'épakine et le risque de malformation et troubles de neurodéveloppement, je reviens rapidement, sur les dispositifs échus, sur le risque associé à la nouvelle formule de levothyrox, progestatif et risque de méningiome. Donc, Alain Veil va, avec Isabelle Huel-Jean de l'ANSM, va vous présenter, et après, évidemment, un programme de Covid, etc. Donc, la plupart, ils ont fait la une des journaux et qu'il fallait répondre. Et j'insiste à dire que les études de pharmacopédémiologie ne résolvent pas de problème, elles contribuent uniquement à fournir des éléments pour la décision. Ça veut dire un des éléments parmi d'autres pour la décision publique. Je vais juste un exemple là de la contraception orale combinée. Vous savez que sur progestatifs de 3e et 4e génération, ils sont à risque plus élevé d'empôles pulmonaires et des thromboses veineuses profondes, et que la contraception en général, quelle que soit la génération, elle est à risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, AVC et l'infarctus du myocarde. Mais la 3e, 4e génération, en plus, ils ont un risque plus élevé plus élevé que la 2e et 3e génération. Et dans les années, dans le 2013, il y a eu, grâce aussi à des associations de patients, etc., une prise de conscience de ces problématiques-là. Et dans l'année de 2012, l'utilisation, on était à 50% de 3e, 4e génération qui étaient plus de risque par rapport à première et 12e génération qui sont moins de risque. Et suite au débat et à la crise, et suite aux éléments qui ont été apportés par différents, y compris la pharmacopédémiologie, en 3 ou 4 mois, l'utilisation a changé. On est devenu 80% pour
pour le première et deuxième génération qui sont plus safe, plus sécurité, et 20% qui n'a pas changé depuis. Et ça veut dire que 80%, ça veut dire qu'il y a 2 millions de femmes en quelques mois ont changé leur méthode de contraceptif pour utiliser des médicaments moins dangereux. Et ça n'a pas tardé. Une année plus tard, la fréquence d'ampoules pulmonaires en France chez les femmes en âge de procréer a baissé de 10% suite à ce changement-là, sachant, évidemment, on l'a comparé avec chez les hommes, ça n'a pas changé, chez les femmes âgées, ça n'a pas changé. Donc on peut penser que la baisse qui a suivi ce genre, la baisse significative et importante, ça veut dire à peu près 400 ampoules pulmonaires de moins chez les femmes d'un âge de procréer ont été évitées grâce au changement de méthode de contraceptif. Il y a tout un programme sur Dépakine, risque de malformation et troubles de neurodéveloppement. Comme vous le savez, la Dépakine, et c'est connu depuis des dizaines d'années, qu'il donne des malformations congénitales importantes. Et depuis au moins 15 ans, de troubles de neurodéveloppement. Il y a eu une prise de conscience aussi grâce à des associations des victimes, je parle ici d'APESAC, et aussi par la saisine des autorités, par l'ACNAM et la NSM de ces problématiques-là en 2014-2015. On a fait plusieurs travaux. Le premier, c'était qu'on a confirmé, que tout le monde le sait, qu'il y a beaucoup de malformations associées à la Dépakine et qu'on a aussi apporté des informations peut-être sur le trouble de neurodéveloppement qui était un petit peu moins documenté qu'ailleurs. Mais ce qui était inconnu totalement en France, c'est combien de femmes enceintes, par exemple, ils étaient exposées. Et voilà. Donc, on a vu que dans les années 2007-2008, on a à peu près 2000 grossesses exposées à la Dépakine, et ça a baissé un petit peu, mais très, très lentement, jusqu'à 2013-2014, et là où on commençait à parler de l'importance de cette problématique-là, et qu'on a vu avec les années, on a passé de 1164, la ligne en rouge, à 236 de grossesse, et toujours le 236 grossesses de trop pour un médicament où on peut, dans la plupart des situations, il peut y avoir des alternatives. C'est pareil, l'objectif aussi des autorités sanitaires aussi que les femmes à l'âge de procréer, qui sont épileptiques ou avec des troubles bipolaires, utilisent le moins ces médicaments-là. Et on a vu aussi la baisse de nombre de femmes d'un âge de procréer qui utilisent la Dépakine ou la Dépakote de 72 000 à 27 000. Et que la NSM et la CNAM, ils ont en relation avec le ministère, avec les associations des victimes aussi, tout un programme de réduction de risques, de réduction d'indications sur le trouble bipolaire, sur le consentement éclairé, et évidemment, il y a actuellement des procédures d'indemnisation pour les victimes. Donc, l'ensemble de ces travaux qui ont été faits par les deux équipes ensemble, et avec beaucoup de bonheur et quelques chamailleries évidemment, parce que c'est pas tout rose. En fin 2018, il y a eu la décision pour mutualiser les moyens, pour concentrer aussi les compétences, parce que ça demande des compétences vraiment un petit peu compliquées en épidémiologie, en data management, en statistique. La création des PIFAR, c'est la fusion entre le pôle d'épidémiologie de produits de santé de la NSM et le département de santé publique de l'ACNA. Donc, un lien unique, physique unique. C'est des locaux en face de la NSM, 35 personnes de l'ACNA, de la NSM, mais aussi de doctorants, postdoctorants et des internes et des stagiaires. Et PIFAR dispose aussi d'un budget de soutien à la recherche pour soutenir les partenaires académiques. On est passé de gérer de crise sanitaire en disant que maintenant on va faire un programme structuré
pour Epiphar, pour la surveillance de produits de santé, en 3 volets. Utilisation en proactif, études d'utilisation et de sécurité en proactif de produits de santé en vie réelle, avec 3 approches principales, soit par produit, et on s'est concentré sur les médicaments d'exposition importante, dispositifs médicaux et médicaments nouveaux. Approche par population, femmes enceintes, on va voir tout à l'heure, enfants, on va voir tout à l'heure, et personnes âgées, et développement d'outils pour la pharmacoépidémiologie. Et Jérémy Bouton d'Epiphar va vous présenter, par exemple, la constitution d'une base de données de grossesse d'à peu près 8 millions de grossesses en France. Étude de réponse à des alertes et à des crises, c'est la spécificité et la particularité de 2 équipes et d'Epiphar, et surtout aussi étude d'impact, ça veut dire est-ce que les décisions prises par les autorités sanitaires sont suivies d'effet. Il y a évidemment forte mobilisation d'Epiphar pendant la crise sanitaire qui a impacté de façon majeure la réalisation des programmes de travail. Et je pense qu'on ne peut pas le nier. Plus que la moitié de l'équipe actuellement ne fait que des travaux que sur le Covid. Pour qu'il y ait un éclairage de décision publique, il y a des conditions et que l'expertise publique doit être importante et avec des conditions très importantes. La première, l'indépendance. L'indépendance, pas seulement des intérêts privés et de l'industrie pharmaceutique. L'ensemble des membres d'Epiphar n'a aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais aussi indépendance scientifique par rapport aux tutelles, par rapport de la CNAM et de l'ANSM. Et ça, on le tient beaucoup. Et le fait aussi que de mon statut qui est académique aussi participe à cette indépendance, sachant que nous n'avons jamais eu une pression pour les études que nous menons. La transparence, c'est très important. Donc, l'ensemble des travaux sont publiés sur le site d'Epiphar. Évidemment, et ça va de soi, l'intégrité scientifique et la qualité scientifique. Et les travaux sont faits et il y a la vulgarisation scientifique et la valorisation scientifique par des rapports et par des publications dans les revues internationales. Il faut qu'on saisisse uniquement des sujets d'intérêt de santé publique. C'est pour ça que j'ai parlé de valproate, de contraception, et on va parler d'autres sujets tout au long de la journée. Il faut aussi qu'on soit réactif, ça veut dire que la réponse soit rapide, parce que c'est là où on peut lever un petit peu d'incertitude. Proactivité à travers un programme de travail et ouverture aux parties prenantes et surtout au domaine de la recherche et au domaine académique. Et là, un mot sur le paysage actuel de pharmacoépidémiologie. Il y a, j'ai parlé de la structuration, mais il y a plusieurs équipes de pharmacoépidémiologie en France, que ce soit équipe INSERM ou équipe d'accueil, que ce soit à Paris, que ce soit à Villejuif, que ce soit à Montigny-le-Bretonneux, Versailles-Saint-Quentin, que ce soit à Créteil, mais en province aussi, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille et à Rennes. Et je suis désolé si j'ai oublié, mais le paysage se commence à s'enrichir par d'intérêt pour la pharmacoépidémiologie, et évidemment, il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Du coup, Epiphar, outre ses travaux, a fait un partenariat en épidémiologie potentielle avec le centre de Bordeaux, dirigé par le professeur Antoine Parian, mais aussi un partenariat académique avec plusieurs équipes, donc j'ai cité, à travers des appels à projets, à travers des études ciblées, et avec aussi un financement et accueil de doctorants et post-doctorants. Donc, il y a un appel pour doctorants et post-doctorants, et évidemment d'accueil d'internes et de stagiaires. Je vais finir parce que je pense que j'ai dépassé le temps. La pharmacoépidémiologie apporte des formations, je pense, importantes pour les décideurs, pour la décision publique, sur les conditions d'utilisation, usage, non-usage, sur la mise en évidence des événements, sur des risques rares, retardés, sur des obligations spécifiques, femmes enceintes, enfants, personnes âgées, et il peut comparer aussi des médicaments entre eux pour aussi comparer les bénéfices. Donc, la perspective pour Epiphar, c'est mettre en œuvre une surveillance épidémiologique de produits de santé, donc structurer la surveillance épidémiologique, évidemment à condition de se doter des moyens nécessaires pour
pour le faire. Donc, je vous remercie. Je pense que j'étais en retard de quelques minutes et je pense qu'il peut y avoir une place à des questions ou à intervention. Sinon, pour rattraper le retard, je vous propose de passer à la conférence invitée de Madame Dominique Costagnola, qui va évidemment, Madame Dominique Costagnola, tout le monde la connaît, épidémiologiste, directrice de recherche et vice-directrice adjointe à l'Institut Pierre d'épidémiologie de santé publique. Elle a travaillé beaucoup sur le VIH. En 2000, Dominique Costagnola, autre que sa volonté de se rapprocher avec les autorités sanitaires des années 2000, il a rédigé avec le professeur Bigot en 2013 un rapport sur la surveillance et la promotion de bon usage des médicaments en France. Et il est membre de l'Académie des sciences. Il est aussi le Grand Prix de l'INSERM en 2020. Merci beaucoup, Dominique, pour d'avoir accepté d'être une conférencière invitée. Et je te laisse la parole à toi.